on va prendre quand même 10 minutes pour échanger avec vous tous sur cette thématique, bien sûr du peuplier, mais autour de sa culture et de la biodiversité, de cette filière économique, et puis des préconisations peut-être à mettre en place sur le terrain entre ces enjeux environnementaux et les besoins de la filière, avec différents intervenants. Prenez la parole les uns les autres, vous pouvez rebondir et réagir sur les différentes interventions. Bernard Pont, vous êtes conservateur à l'île de la Platière. Il y a Michael Châtelet de l'entreprise Roland Bois, Luc Boubarel, propriétaire forestier. Je ne sais pas s'il est parmi nous, Pablo Coulange du SCOT de Grenoble et Rémi Bauger, conservateur de la réserve naturelle du Haut-Rhône, avec bien sûr nos intervenants de cette première partie de matinée et Amélie Robert. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à prendre la parole pour réagir à tout ce qui a été dit depuis ce matin et puis à ces différentes questions finalement qui sont posées, différentes réflexions qui vous ont été présentées. Qui souhaite prendre la parole, n'hésitez pas à nous faire signe et à vous exprimer, mesdames et messieurs, dont je viens de citer les noms. Puis il y a bien sûr des questions aussi qui vous sont aussi posées dans le cadre du chat. Allez-y. Qui souhaite réagir, qui commence? Merci d'ouvrir vos micros si vous souhaitez intervenir. Luc Bouvarel, vous souhaitez commencer? Oui, il faut bien qu'il y en ait un qui se jette. Voilà. Ça fera réagir les autres. On va parler surtout de l'aspect économique cet après-midi avec l'intervention des industriels, mais je pense, en tant que peupliculteur dans le Nord-Drôme, j'en suis à ma 4e rotation de peuplier et je n'ai que 67 ans. Donc, on voit bien qu'on peut travailler là-dessus, sachant qu'il faut bien être conscient que sur ces 4 rotations, il n'y en a qu'une seule qui m'a rapporté de l'argent. Toutes les autres, je les ai fait parce que je suis amoureux du peuplier et de la forêt et que je considérais plus intéressant pour moi de planter du peuplier que d'avoir un fermage pas très intéressant. Alors, un aspect important dont vient de parler M. Naudin, c'est la réglementation. Il faut savoir que lors de ma première plantation de peuplier, j'avais une exonération en matière fiscale qui était relativement intéressante en matière de peuplier et qui a changé au cours du temps, puisqu'actuellement, on n'a plus que 10 ans d'exonération de taxes foncières. Il faut savoir que dans le Nord-Drôme, par exemple, je suis sur un terrain qualifié au niveau du cadastre en matière agricole et forestière en première catégorie culture agricole, ce qui fait que quand j'ai atteint les 10 ans, l'impôt foncier devient prohibitif par rapport à la culture du peuplier et au coût que je peux espérer au moment de la vente de ces peupliers. Même si certains acteurs, dont certains sont présents dans le panel, m'ont acheté du peuplier récemment à des prix qui deviennent intéressants. Voilà une chose importante que je tenais à dire. Et je pense qu'une des affections du peuplier dans ces zones-là vient de ça. Alors la deuxième chose qu'il faut dire, et M. Payassa l'a dit, si on veut vendre du peuplier et le vendre correctement, il faut s'en occuper. Ça ne pousse pas tout seul. Hein. Madame Amélie Robert a montré des photos de peupleraies, de gestion naturelle de la peupleraiie. La gestion naturelle de la peupleraiie débouche sur un bois qui ne pourra être utilisé qu'en bois énergie. Parce que le bois n'a pas la qualité en termes de nœuds, de déroulage nécessaire. Voilà. Donc je pensais il est important d'ajouter là-dessus. Après tout ce qui a été dit et des inquiétudes qu'on a vu apparaître dans certaines questions sur les incidences du travail du sol, de la fertilisation et autres, ce qui est important, c'est quand on plante du peuplier, qu'on soit hors vallée ou en vallée, c'est que la base du plançon qu'on va installer soit dans la nappe, ce qui nécessite, je dirais, un peu de travail du sol, mais strictement sur le mètre carré dans lequel le plançon va être installé. Donc, on ne touche quasiment pas au milieu et au sol, sachant que cette question du sol est une question qui est en train d'apparaître au niveau européen, où on va avoir une directive européenne sur les sols et le travail du sol, qui va être sûrement très drastique pour le milieu forestier. Et alors, l'aspect qui me paraît important, c'est de voir apparaître cette notion de gestion naturelle. Alors justement, on va donner la parole à Rémi Bauger. Vous avez souhaité réagir. Vous êtes conservateur de la réserve naturelle du Haut-Rhône. Alors, il y a en effet cette problématique de rentabilité. Il y avait aussi des questions autour de cette notion de rentabilité. Mais peut-être souhaitez-vous intervenir sur un autre sujet, Rémi Bauger. Oui, merci de me donner la parole. Écoutez, moi, c'est surtout pour apporter un témoignage donc sur un cas particulier qui est le secteur dans lequel je travaille. Donc, je travaille sur la réserve naturelle du Haut-Rhône français, un espace protégé relativement récent, protégé depuis 2013, dans lequel l'État a souhaité limiter l'expansion de la polyculture. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un article du décret qui soumet à autorisation avec une procédure spécifique les extensions de polyculture. Donc, les peupliers et les polycultures peuvent continuer sur les surfaces préexistantes, on va dire, mais les extensions doivent être dûment autorisées par l'État. Donc ça, c'était un petit peu pour le cadre. Et après, je voulais juste vous apporter un témoignage sur la raison
enfin, mes raisons d'avoir un regard critique sur la polyculture. Les forêts alluviales dont j'ai parfois la responsabilité, ça fait partie des forêts qui, en France, ont le plus fort taux de biodiversité, le plus grand nombre d'espèces de biodiversité, de nombre d'espèces en France. Donc, ça veut dire qu'on est sur des forêts qui sont exceptionnelles et qui sont parmi les milieux qui ont le plus régressé en France, les milieux forestiers qui ont le plus régressé en France. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus que quelques pourcents de ces forêts qui sont extrêmement riches. Et à côté de ça, la polyculture, selon comment elle est pratiquée, parce que voilà, il y a quand même, je pense, beaucoup de choses à dire sur les pratiques. Selon comment elle est pratiquée, elle peut être parmi les milieux forestiers les plus pauvres en biodiversité. Donc, cette mauvaise réputation du peuplier, elle vient aussi de faits qui sont attestés et qui peuvent être des concurrences entre des milieux riches et des milieux plus pauvres. Voilà. Alors après, toutes les polycultures ne se valent pas et toutes les polycultures ne sont pas implantées dans les mêmes secteurs. Donc voilà, je voudrais bien quand même faire valoir le fait que les réalités sont différentes. Par contre, je me permettrais d'insister sur un dernier point, excusez-moi, c'est sur les espèces exotiques envahissantes. Parce que ça, pour moi, c'est fondamental. Quand on est dans une zone de bord de cours d'eau, il y a de la renouée du Japon dans beaucoup de cas. Le broyage systématique à -10 des souches de peupliers dissémine la renouée du Japon. Ça, ce sont des terres qui sont définitivement perdues pour moi. C'est-à-dire qu'un plant de peuplier qui fait 4 mètres, on arrive à l'implanter encore dans la renouée du Japon malgré des efforts et des coûts supplémentaires pour le propriétaire. Par contre, si un jour le propriétaire souhaite aller vers un autre itinéraire forestier, vers du chêne pédonculé, vers quoi que ce soit d'autre, il ne pourra plus parce que les plants forestiers font 40-50 cm. Donc l'aspect renouée du Japon et dissémination de la renouée du Japon, pour moi, est extrêmement important. Alors, je vous indique pour ceux qui éventuellement ne le sauraient pas, vous avez une petite icône levez la main en bas de votre écran si vous souhaitez prendre la parole. Et c'est le cas de Bernard Pont, conservateur de l'île de la Platière. Vous souhaitez intervenir, Bernard Pont. Merci de brancher votre micro et votre caméra. Ben voilà, c'est fait, pardon. Voilà, donc merci de me donner la parole. Moi, je trouve que donc, les présentations qui ont eu lieu ce matin sont tout à fait intéressantes. Et l'intérêt du bois du peuplier a été très bien démontré par la dernière intervention. Pour moi, la question, c'est comment maintenir ou développer de la polyculture aux conditions économiques nécessaires, tout en prenant en compte complètement les enjeux de biodiversité, que ce soit en termes d'espèces, que ce soit en termes d'habitat, comme l'a évoqué Rémi. C'est clair que les forêts alluviales des grands cours d'eau sont des milieux relictuels extrêmement précieux. Il serait vraiment dommage d'aller développer de la polyculture sur ce type d'habitat. Et moi, il me semble qu'une réflexion extrêmement importante qui pourrait être conduite dans le cadre de la charte forestière, par exemple, c'est de construire une vraie stratégie multi-acteurs, donc multi-partenaires, pour identifier parmi les zones polycoles favorables ou historiques, celles où le maintien ou le développement peut se faire avec très peu d'impact sur la biodiversité, et à l'inverse, d'autres où il faudra vraiment éviter d'inciter au moins au développement, voire au renouvellement, pourquoi pas. Et il me semble qu'aujourd'hui, les niveaux de connaissances qui sont à notre disposition, notamment via toutes les bases de données INPN, permettraient de faire ce travail partenarial et d'avoir une vraie politique concertée qui prenne en compte à la fois les enjeux filière bois et les enjeux biodiversité de maintien et développement de la polyculture. D'autant plus, peut-être Éric Payassa, vous pouvez répondre, et Yann Dumas également, d'autant plus qu'on l'a vu dans cette première partie de matinée, on a les connaissances maintenant, on maîtrise quand même ces connaissances-là. Maintenant, c'est comment les mettre en application pour gérer en effet ces différents enjeux les uns avec les autres. Éric Payassa. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec M. Pont. Hein. Effectivement, il faut avoir une stratégie, il faut bien, alors déjà il faut bien connaître son terrain hein, et bien repérer géographiquement les zones les unes par rapport aux autres. Elles n'ont pas toutes la même richesse, le même potentiel. Et je pense qu'il faut effectivement véritablement réfléchir à
à pouvoir joindre ces deux objectifs, disons, les enjeux environnementaux, les enjeux économiques. Et je pense que c'est tout à fait possible. On peut très bien arriver à faire si on a une bonne alimentation en eau, disons, du terrain, hein, soit grâce à des précipitations, soit une approche, on peut produire du peuplier en limitant totalement les entretiens. Bon, pour moi, il y a plein de solutions. Alors, effectivement, il y aura toujours un point clé qui sera le moment d'exploitation de l'arbre, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on va couper, on va créer une crise, hein, au niveau de la parcelle, donc il va y avoir des modifications. Mais je pense que au cours de cette exploitation, on peut aussi avoir des exploitants qui savent faire du travail très propre, intervenir au bon moment, pas intervenir dans des moments où on a un excès d'eau, on est en période pluvieuse. Bon, il y a tout un tas de choses à réfléchir avec du matériel adapté aussi. Il y a tout un tas de choses à apporter. Alors effectivement, quand on va couper, on va ouvrir le milieu, on va passer d'un milieu ouvert à un milieu fermé. Il y a toujours cette alternance aussi qui peut être intéressante. Donc, à réfléchir aussi, on parlait de communication, mais aussi à la formation, peut-être en effet, de ces propriétaires forestiers. Luc Bouvarel, très rapidement, parce que vous avez déjà pris la parole. Oui, juste un mot, je suis tout à fait d'accord avec les deux intervenants précédents concernant la gestion citoyenne proche du territoire. Le problème, c'est que par ailleurs, pour le propriétaire, il est propriétaire d'une parcelle et en tant que tel, l'État intervient dessus au niveau même communal et départemental avec les taxes foncières. Donc, ne pas gérer quelque chose qui est productif économiquement parlant pour le propriétaire, il faut que quelque part on compense les dépenses qu'il a de toute façon sur ces terrains-là. On l'a vu dans le cadre de Natura 2000, l'État a compensé pour les communes et les départements l'impôt foncier pendant un certain temps, puis il l'a supprimé. Le propriétaire, devant tout ça, il est responsable et c'est sur ses moyens propres qu'il paye tout ça. Donc, il faut en effet convaincre aussi les politiques de cette nécessité de revoir peut-être en effet cette réglementation. Constance Proutière, vous aviez levé la main, me semble-t-il. Vous souhaitez intervenir? C'était pour faire remonter des questions qui étaient apparues un peu plus tôt, et notamment donc effectivement sur la communication, qui est un point clé dont tout le monde a bien conscience, à la fois pour le grand public, l'intérêt du peuplier sur les emballages et pourquoi pas peut-être pyrograver peuplier français sur les cagettes de fruits, etc. C'est une proposition qui a certainement déjà dû être proposée, mais également pour les acteurs du territoire, notamment les aménageurs du territoire, qui n'ont parfois pas la connaissance des différents intérêts du peuplier. Vous réagissez, Emmanuel Naudin, peut-être éventuellement, et puis ensuite peut-être pourrions-nous avoir la parole de l'entreprise Roland Bois. Je ne sais pas s'il souhaite intervenir, je vois qu'il s'affiche à l'écran. Emmanuel Naudin rapidement, et ensuite peut-être Roland Bois s'il le souhaite. Oui, alors déjà un mot sur les aspects avec ces milieux, enfin, où ripisylve vraiment très naturels. D'abord, pour rassurer, le peuplier n'a pas vocation à être partout. Il y a des stations humides qui ne sont pas du tout propices au peuplier et d'autres endroits qui sont effectivement je dirais, avec une végétation naturelle depuis des décennies, et c'est très bien. Donc, autant que ça reste comme ça, et nous, on ne souhaite pas aller vers ça. Là où il faut être beaucoup plus vigilant, et Luc Bouvarel disait bien que les parcelles appartiennent à des personnes, eh bien, lorsqu'une personne est gênée pour faire du peuplier, elle peut se tourner vers d'autres usages, et notamment l'agriculture, et là, avec des intrants et des modes de gestion qui sont absolument pas du tout favorables. Il faut qu'il y ait une place pour tout. Et bien se souvenir qu'un hectare de peuplier, ça va produire aussi des milliers, même des centaines de milliers d'emballages ou de contreplaqués qui vont économiser autant de plastique, de matières chimiques, de pétrole, toutes matières qui sont vraiment extrêmement polluantes, aussi bien en fin de vie qu'à fabriquer. Donc, je crois qu'il faut vraiment rester sur le fait qu'il y a de la place pour tout le monde et que le peuplier reprenne un petit peu là où les usages agricoles sont peut-être largement satisfaits, un petit peu de place, par exemple.
Alors, il est vrai qu'il y a un sujet dont on a un peu parlé, c'est la rareté de l'eau qui se raréfie. Éric Payassa, est-ce que c'est bien sûr une contrainte pour le développement de cette essence? Et Roland Blois ensuite, puisque je vois qu'ils sont allés. Alors, on est sur des terrains alluviaux, sur des terrains bien alimentés en terreau. Non, c'est pas une contrainte. J'ai vu alors, il n'y a pas de consommation. Chaque litre d'eau qui rentre dans un peuplier ressort en vapeur d'eau. Il y a un circuit, bon, ça c'est un autre sujet, hein, de bien comprendre comment fonctionne la photosynthèse. C'est-à-dire que 99% de l'eau prise par les peupliers dans le sol est rejetée en vapeur d'eau dans la même journée. Donc, alors, vous voyez, M. Payassa, moi qui suis grand public, c'est quelque chose, si ce que vous dites est vrai. voilà. Donc, j'imagine que le grand public ignore aussi qu'il a besoin de ce type d'explication. Totalement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un stress hydrique à un moment, eh bien, le peuplier va ralentir sa photosynthèse, va ralentir sa croissance, et éventuellement, s'il y a vraiment stress hydrique, il va arrêter sa croissance, il va arrêter sa photosynthèse et donc sa croissance. Donc, il va s'adapter. Mais il ne va pas assécher. Ça, c'est bien quelque chose qu'il faut sortir de la tête. C'est le biotope du peuplier, c'est les zones alluviales, il n'y a aucun doute. Que ce soit les sols, que ce soit les zones, que ce soit les frênes, que ce soit les chênes, ils fonctionnent tous de la même façon. La seule différence, disons, dans ce débit d'eau qui est utilisé par le peuplier, c'est que du coup, il a une grande croissance. Mais si on réduit le débit d'eau, il va réduire sa croissance. C'est tout. Donc, il faut en effet l'expliquer. Du côté de chez Roland Blois, souhaitez-vous intervenir, Michael Châtenay? Mais il faudrait brancher votre micro si c'est le cas. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Approchez-vous un petit peu, mais on vous entend. Vous souhaitez intervenir? Du coup, ouais, nous, on voulait intervenir. En fait, aujourd'hui, l'entreprise, entre autres, Roland Blois, on travaille déjà sur toutes ces questions de rationaliser les entretiens, d'intervenir au bon moment sur les parcelles en fonction de l'humidité du sol qu'on a. Sur les parcelles, par exemple, où on a une humidité forte, on interviendra plutôt l'été en exploitation. Le but étant toujours de récolter les bois tout en conservant une image de notre filière quant à notre activité. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur ces questions d'intervention au bon moment pour entre autres gérer tout ce qui est biodiversité et image de notre métier. Que sur les questions qui ont été évoquées sur l'intervention de M. Payassa, en fonction des hauteurs de nappe ou où se situe l'eau, comment on intervient, ces questions-là aussi sont travaillées à notre échelle, compte tenu que un propriétaire qui améliore son bilan économique, c'est un propriétaire qui souhaitera continuer à travailler le peuplier. Donc, c'est aussi à nous de faire en sorte qu'on intervienne au bon moment et qu'on lui permette d'avoir le meilleur retour, parce que nous dépendrons aussi de ce retour-là, quoi. Donc voilà. Tout ce que vous mettez en place, c'est parce que vous le vivez sur le terrain et c'est votre vision, c'est votre expérience, c'est parce que vous êtes au plus près de votre production, ou est-ce que également vous êtes aidé, appuyé par des compétences extérieures, des techniciens? Comment fonctionnez-vous? Alors aujourd'hui, en fait, l'entreprise, nous, on fait à peu près l'essentiel de l'activité, c'est la populiculture. Donc avec à peu près 15 000 mètres cubes de peuplier. Donc aujourd'hui, quand on travaille le peuplier, je vais dire à un niveau qui représente une grosse part de l'activité, on est obligé de se tenir informé de beaucoup de choses sur l'évolution des cultivars, les maladies. Donc on se forme régulièrement pour pouvoir en fait être toujours en avance pour essayer de satisfaire au mieux le propriétaire. Parce que si on utilise un cultivar non adapté, c'est un propriétaire qui va être déçu.
Donc, c'est aussi voilà, techniquement un mauvais retour. Donc, on se forme, entre autres, nous, par notre réseau propre, voilà, par rapport à la populiculture. Et puis après, par rapport à nos propres expériences, parce que plus vous faites du copier, plus vous voyez de cas différents et plus vous avez un retour d'expérience en fonction de ce que vous côtoyez. Mesdames et messieurs, alors je vois qu'on n'a pas terminé avec le problème d'eau, puisque Rémi Bourget a chatté que le peuplier rejette l'eau dans l'air, oui, certes, mais que la zone humide est asséchée de fait. Donc il faudra peut-être en rediscuter dans la deuxième partie de cette matinée, notamment lorsque Eric Bayassa sera revenu, si vous le souhaitez. Ce que je vous propose, c'est de faire une pause, puisqu'il était prévu une pause il y a environ une dizaine de minutes. Donc on fait une petite pause, on se retrouve dans 10 minutes à 11 h.